s'agira donc d'une notion de sein harmonieux ou de sein disharmonieux. Cette glande mammaire a des fonctions extrêmement importantes. D'abord, là, chez la femme qui vient d'accoucher, un rôle très important dans l'alimentation du bébé, donc un rôle de lactation, mais également, elle a un rôle dans la communication, dans la relation entre la mère et son enfant. Donner le sein à un enfant, ce n'est pas que de la l'alimentation, c'est aussi de la relation mère. C'est une forme de communication. Cette glande mammaire a un rôle plastique majeur. Et le développement ces dernières années de la chirurgie esthétique et reconstructrice du sein, les dernières années, c'était 40 ans, eh bien, illustre parfaitement cet intérêt plastique. Enfin, et ça c'est presque le plus important, c'est que cette glande mammaire a un rôle très important en pathologie. Les pathologies du sein sont dominées par les pathologies tumorales, en particulier les cancers du sein. Il faut savoir qu'une femme sur 8 qui naît actuellement, en 2009, évoquera un cancer du sein. Bien sûr, ces pathologies sont à dépister et la situation très superficielle du sein doit faciliter les examens cliniques de dépistage par la simple palpation. Nous étudions successivement la morphologie externe du sein, sa structure, donc sa morphologie interne, ses rapports avec la paroi thoracique antérieure, puis nous étudions le système vascularisation, le système lymphatique du sein, et ça c'est très important parce que les cancers, vous savez, probablement, vont coloniser en premier lieu les ganglions lymphatiques. Donc la connaissance du système lymphatique du sein vous permettra de comprendre le traitement ganglionnaire du cancer du sein, c'est-à-dire le curage. Et nous terminerons par quelques mots d'embryologie pour expliquer les variations des glandes mammaires par excès ou par défaut. Sur le plan de la morphologie externe, ici on remet en place une glande mammaire, un sein vu de l'avant. Eh bien, le sein, un organe dérivé de la peau, eh bien, a une forme qui est éminemment variable. Il peut être plus ou moins bombé, plus ou moins plat, plus ou moins volumineux. Quoi qu'il en soit, il est constitué d'une peau qui est normalement très souple, peau qui va être centrée par un complexe qui est la plaque aréolo-mamelonnaire, qui est constituée d'une peau normalement un peu plus pigmentée que la peau du sein, peau plus pigmentée qui est centrée par une petite saillie centrale qui est le mamelon, au sommet duquel viennent s'accoucher les canaux lactifères, c'est-à-dire les conduits excréteurs de la glande salivaire, la sécrétion urinaire, et plaque aréolo-mamelonnaire qui est ensuite constituée de l'aréole arrondie, avec une peau légèrement pigmentée et qui présente très souvent à sa périphérie des petites glandes qui ressemblent un peu à des glandes sébacées. Ce sont les glandes aréolaires. Le sein féminin, je vous l'ai dit, n'a pas de morphologie constante, n'a pas de valeur morphométrique constante de reproductive, c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Malgré tout, et en particulier en chirurgie plastique, quand on veut augmenter un volume mammaire, quand on veut réduire une hypertrophie, on veut reconstruire un sein, on définit un certain nombre de paramètres qui permettent de guider le geste chirurgical. Ces paramètres rentrent un peu dans la morphologie externe de la glande, sont tout d'abord l'axe du sein. Sur une patiente qu'on examine, debout, les bras le long du corps, eh bien on définit un axe longitudinal qui est orienté vers le bas et vers le dehors. Et, chose très particulière,
qui, le plus souvent, ne passe pas par le centre de l'aréole, qui est très souvent décalé un peu vers le dehors. De manière générale, d'ailleurs, plus le volume du sein est important, plus l'aréole est déjetée en dehors. On définit ensuite à la glande mammaire des seins, des segments. D'abord, eh bien, il existe, lorsque l'on examine la partie haute du sein, un sillon, en général très peu marqué, qui est le sillon supramammaire, qui marque la différence, la limite difficile à évaluer entre la peau de la paroi thoracique antérieure au-dessus du sein et le bord supérieur du sein. Ce sillon supramammaire vient se placer en général à hauteur de la troisième côte. La zone cutanée entre la clavicule et ce sillon supramammaire correspondra à ce qu'on appelle le segment 1. On définit ensuite un segment 2 entre le sillon supramammaire et le bord supérieur de l'aréole. Cette partie du sein est de longueur variable et elle peut être plus ou moins convexe ou concave en fonction de l'individu. Un troisième segment ira du bord inférieur de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire. Sillon sous-mammaire qui vient en général se placer en regard du 6e espace intercostal ou en regard de la 7e côte. Il va marquer donc la limite inférieure du sein et il est important à savoir ce sillon sous-mammaire, car lorsque l'on réalise une reconstruction mammaire, on est obligé d'enlever le sein au cancer, eh bien on se servira du 6e espace intercostal comme repère inférieur pour positionner la reconstruction, donc le long. Enfin, on définit entre le sillon sous-mammaire et le rebord costal un segment 4 qui n'a pas beaucoup d'intérêt en plus. Ces segments et la longueur de ces segments aura un intérêt en chirurgie. Et pour mieux les mettre en place, nous allons construire une boucle sagittale qui passerait par le grand axe simple. Boucle sagittale qui va nous permettre de mettre en place les éléments de la paroi thoracique avec les côtes, numéro 1. On va dessiner les 8 premières côtes qui vont constituer le riz costal, qui est le support osseux sur lequel la glande mammaire va venir s'appuyer. Au-dessus du riz costal apparaîtrait ici la clavicule. Et donc, en avant de cette paroi thoracique osseuse, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place le relief cutané. Relief cutané avec la peau de la paroi thoracique antérieure, puis le sillon supramammaire en regard de la troisième côte, le segment 2, puis nous allons arriver au complexe aréolo-mammaire, où la morphologie est extrêmement variable. Enfin, le segment 3 et la peau de la paroi thoracique intérieure. Le segment 1 ira donc de la clavicule jusqu'au sillon supramammaire. Le segment 2 du sillon supramammaire au bord supérieur de l'aréole. Et le segment 3 ira du bord inférieur de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire. Cette notion nous permet de définir deux
notion d'hypertrophie et de ptose. En hypertrophie, ça, on comprend, c'est l'augmentation du volume de la glande est perçue de manière différente en fonction des individus, en fonction également des sociétés, car les Américains, par exemple, ont des conceptions très différentes du standard du volume mammaire que les Européens ou les Asiatiques. C'est-à-dire, quand on regarde les publications chirurgie plastique, en fonction de l'équipe, de l'origine de l'équipe, on aura des objectifs chirurgicaux différents. Bien sûr, je suis l'homme de publicité, ça. Bien. Cette notion d'hypertrophie est très difficile à quantifier, et ne risquerait pas de donner des définitions qui seraient de toute façon contestables. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que plus le sein est volumineux, plus la longueur du segment augmente. Ça paraît logique. Lorsque l'on réalise une réduction mammaire, on cherche à obtenir, pour diminuer le volume, une longueur cumulée du segment 1 et du segment 2 aux alentours de 18 cm chez un individu de taille moyenne. C'est un ordre d'idée. Un autre problème, c'est le problème de la ptose mammaire. Alors, une ptose, ça veut dire quoi? Une ptose, ça veut dire tombe. Bien sûr, chez le chien, enfin, il y a des chaînes mammaires, chaînes romaines, c'est quatre pattes, la glande mammaire tombe. La tétona s'est levée, marche sur nos pattes arrière, quelques centaines de milliers d'années, et donc, nécessairement, la glande mammaire qui se trouve toujours sur la paroi thoracique antérieure, eh bien, elle va avoir forcément tendance avec la gravité à tomber. Donc, on a toujours, si vous voulez, une ptose physiologique, sauf quand on a des prothèses. Mais on définit malgré tout la notion de ptose comme sur une patient cette fois-ci debout mais examiné de profil, lorsque le bord inférieur du sein, la partie la plus déclive du sein, passe en dessous du plan horizontal miné par le sillon sous-mammaire. Il y a toujours une petite ptose avec le temps et aussi en fonction des individus, eh bien, le tissu mammaire peut perdre son élasticité et toute partie de la glande peut venir se placer en dessous de ce sillon, limitant dans ce cas-là une ptose mammaire qui pourra nécessiter, à la demande aussi une intervention chirurgicale. Voici pour ces notions de morphologie externe. La morphologie interne du sein est très intéressante à connaître. Le sein est une glande, le but de la sécrétion du lait, c'est une glande tubulo-acideuse qui vient se placer dans une enveloppe fibreuse. Alors si l'on représente très schématiquement des éléments de la paroi thoracique antérieure, c'est par exemple ici le muscle pectoral qui se plaçait entre la troisième et la quatrième de la cinquième côte, ou au-dessus du muscle petit pectoral, le muscle grand pectoral qui apparaîtrait comme suspendu ici à la clavicule qui vient recouvrir une partie de la paroi thoracique antérieure. Eh bien, vous savez que l'ensemble de l'organisme, l'ensemble du corps est enveloppé dans un fascia, grande enveloppe fibreuse, qui est le fascia superficialis. Fascia superficiel que nous représentons comme ceci en bas. Bien. En regard de la glande mammaire, eh bien, le fascia superficiel va se dédoubler. Et ce dédoublement va constituer la loge dans laquelle se place la glande. Le dédoublement du fascia superficiel va entraîner l'apparition de deux feuillets. Un feuillet profond qui
porte le nom de fascia rétromammaire, et un feuillet superficiel antérieur qui est le fascia prémammaire. Et c'est entre ces deux feuillets que va se placer la glande. Entre ces deux feuillets vont être étendues des cloisons fibreuses qui vont partager cet espace en un nombre important de loges, déterminant les lobules mammaires. Et c'est dans ces lobules mammaires que vont se positionner les éléments glandulaires. Présents en orange. Chaque lobule mammaire va se drainer par un canal collecteur, qu'on appelle un canal lactifère, qui va conduire le lait. Et l'arborescence de ces conduits lactifères va se résumer en une quinzaine de conduits principaux qui vont venir s'ajouter au sommet de l'aréole. Dans les lobules mammaires, il n'y a pas que de la glande. Il y a aussi de la graisse. La glande mammaire étant un dérivé de la peau, hypodermique, eh bien, on retrouvera une composante graisseuse. Et cette composante graisseuse est plus ou moins importante, plus ou moins développée, plus chez la femme plus âgée que chez la jeune fille. Et en fonction de l'importance relative de la composante glandulaire, de la composante graisseuse, la glande aura une consistance différente. Et le fait est examiné avant d'opérer la patiente, car la technique chirurgicale que doit utiliser dans une réduction mammaire tient compte de cette consistance de la glande. Autre fait important, eh bien, la glande mammaire est très, de manière très fine, solidarisée à la peau. Et ceci par des cloisons fibreuses extrêmement épaisses qu'on appelle des rétinaculomes cutanés, qui sont tendus entre le fascia prémammaire et le derme de la peau en regard. Ces ligaments, ou le rétinaculum, ont été décrits par Ducret. On les appelle également ligaments suspenseurs du sein ou ligaments de Ducret. Alors ça a une importance très grande en clinique. En effet, vous savez que ça fait 15 fois plus court, mais eh bien, la pathologie majeure du sein, c'est le cancer. Et lorsqu'une tumeur se développe dans une partie superficielle de la glande, bien, cette tumeur va avoir tendance à entraîner autour d'elle une espèce de réaction de cicatrisation, une inflammation, une cicatrisation, et donc les tissus autour de la tumeur vont se rétracter. Donc un des premiers signes de développement d'une tumeur, eh bien, ce sera un affaissement de la peau en regard, une espèce d'affaissement cutané, et qui est tout simplement expliqué par le fait que lorsque la tumeur se rétracte, elle va tirer le fascia prémammaire, elle va tirer les ligaments du trait, et donc elle va attirer la peau. Donc une patiente qui vient vous voir en disant « Docteur, j'ai l'impression que mon sein est un petit peu cabossé », cancer, palpation, mammographie. D'accord ? Ça c'est majeur. Très bien. Voici pour la structure interne. Les rapports, eh bien, le sein étant dans la glande mammaire, comme une glande superficielle, les rapports seront
essentiellement des rapports postérieurs, ce seront les rapports de la paroi thoracique antérieure. Et ces éléments, nous allons les mettre en place sur une vue antérieure qui sera augmentée crâniennement vers le haut du tableau, et la droite du sujet sera orientée à la vue du tableau. Cette paroi thoracique antérieure, vous la connaissez, nous présente à décrire tout d'abord des éléments osseux. C'est en avant le sternum avec son mammifolium, son corps, puis dans le bas, le processus xiphoïde, représentant un hémithorax droit. Latéralement, cette paroi est constituée par les côtes. On met en place ici la première côte, puis le contour thoracique débouche que le contour de la paroi thoracique, de la cage thoracique. La glande mammaire aura également des rapports avec la fosse axillaire, et donc nous allons mettre en place ici la scapula, nous poussons un tout petit peu vers le dehors, avec, vous connaissez, son bord extérieur, la cavité clédoïdale, le processus thoracoïde, l'incisure thoracoïdienne, puis le bord supérieur de la scapula. Latéralement, enfin, pour mémoire, rappelez-vous de la présence de l'umérus qui vient se placer dans la cavité clédoïdale et dont nous sectionnons rapidement la vielle. En arrière, va encore apparaître ici l'acromion qui va s'articuler avec la clavicule qui vient rejoindre en avant la surface articulaire sternale de l'articulation sterno-claviculaire. Les éléments osseux, les éléments musculaires maintenant, vont être, vous connaissez déjà, mais on peut mettre en place rapidement pour les citer. Vers le haut, déjà, l'ensemble est coiffé par la partie supérieure du muscle trapèze qui va, dessiner le levier latéral du cou. Un peu plus bas, le muscle deltoïde s'insérant ici sur le tiers latéral de la clavicule et sur l'acromion, va coiffer le moignon de l'épaule, et donc pour pouvoir comprendre les rapports axillaires de la paroi mammaire, eh bien, nous sommes obligés de le récliner un petit peu vers le dehors, en positionnant un état qui nous laisse apparaître les éléments maintenant qui intéressent la glande mammaire. Le premier élément sur lequel la glande va poser, c'est le muscle grand pectoral. Le muscle grand pectoral, dont l'insertion se fait par son chef claviculaire au tiers médial de la clavicule, puis sur la face antérieure du plastron sternocostal, et également un peu, vous savez, sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Le muscle grand pectoral va alors présenter des fibres qui vont se porter vers le dehors, plus ou moins horizontalement en fonction du niveau auquel on se trouve. Je l'interromps ici, je le coupe en partie pour pouvoir voir ce qui se passe en dessous, mais ces fibres charnues vont se porter vers le dehors et vont se terminer sur un tendon qui vient se fixer sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Je vous rappelle que le tendon grand pectoral a une forme très particulière en U. Et là, pareil, nous avons légèrement les en dehors. Autre rapport, autre élément important qui va se placer cette fois-ci en arrière du muscle grand pectoral, ce sera le muscle petit pectoral. Le muscle petit pectoral, dont l'insertion se fait
sur le processus coracoïde de la scapula et dont les fibres vont se porter vers le bas et vers le dedans pour se terminer sur les faces antérieures des 3e, 4e et 5e tours. Le muscle pectoral est très important à se rappeler, de laisser bien sûr ce muscle est très important, on verra dans le système, dans la classification des ganglions axillaires qui concernent le cancer du sein. Donc, muscle pectoral, muscle important. Enfin, il y a les autres éléments musculaires qui sont un petit peu des rapports un peu plus à distance. Il s'agira par exemple ici du muscle grand dorsal qui va venir se terminer dans le fond du sillon intertuberculaire du l'utérus avec le muscle grand rond. Je figure ce muscle grand dorsal car il faut que vous vous rappeliez, je vous montrerai des images dans les travaux pratiques, que c'est le muscle qui est le plus utilisé pour les reconstructions mammaires. Un autre élément également présent, c'est le muscle subscapulaire. Vous voyez ici pour compléter le dessin, c'est ce muscle qui va limiter la fosse axillaire, la limite postérieure de la fosse axillaire. Et enfin, le dernier élément musculaire, c'est le muscle denté antérieur. Vous savez que les côtes n'apparaissent pas comme ça sans rien, elles sont en réalité recouvertes les 8 premières entre elles par les digitations du muscle serratus, du muscle denté antérieur, qui va venir, ce muscle, être tendu entre le bord métal de la scapula et la paroi auriculaire du thorax. Donc voici les rapports musculaires de la bouche. Alors, ça a un intérêt, par exemple, pour comprendre le problème des prothèses mammaires. En effet, quand on veut augmenter le volume du glandulaire, on met une prothèse, un implant stipulier qui a la forme de la glande et la projection de la glande mammaire qui va se projeter entre la 3e et les côtes, donc la le contour simplement de la glande, et qui, en position normale, anatomique, se place en avant du muscle. Alors, dans les cas où la patiente a déjà une glande mammaire, avec un petit prolongement axillaire. Dans le cas où la patiente a un sein, mais qu'elle veut un volume plus important, et qu'on a de la peau suffisamment épaisse, eh bien, on va placer la prothèse entre la peau et le muscle grand pectoral. C'est-à-dire qu'on va placer la prothèse en situation prémusculaire. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats esthétiques, puisque l'implant est placé en position anatomique, en position naturelle. Par contre, lorsque on a une hypotrophie, hypoplasie importante du sein, que la peau est très fine, ou alors qu'on est dans un contexte de reconstruction mammaire chez une patiente qui a été irradiée, eh bien, la position de l'implant en prémusculaire risque d'entraîner une réaction de la peau, avec éventuellement des rétractions autour de la prothèse, ce qu'on appelle une coque. Même pire, l'ulcération de la peau et l'expulsion de la prothèse. Dans ce cas-là, on ne prendra pas le risque de mettre la prothèse devant, le muscle grand pectoral, et on la placera en arrière, en position donc rétro-musculaire. Voilà donc pour les rapports de la glande mammaire. Rapport essentiellement musculaire avec la paroi. Ce qui nous amène maintenant à aborder le chapitre de la vascularisation du système de la vascularisation. Il faut savoir, si vous voulez revenir que quand je passerai en gynéco ou si en chirurgie plastique, si on vous demande un peu si vous voulez faire le lier un peu, vous dites le sein est un organe opportuniste. Ça veut dire quoi opportuniste? L'opportuniste va tirer à lui tout ce qui passe près de lui pour se satisfaire. Là, la glande mammaire, du point de vue de la vascularisation, c'est un peu spécial.
circulation sternoclaviculaire, comme dit à droite, le tronc artériel brachiocéphalique qui se divise pour donner naissance à l'artère carotide commune droite et surtout à l'artère subclavière droite, artère subclavière droite qui passe sous le milieu de la clavicule pour devenir artère axillaire qui va croiser la fosse axillaire. Et cette artère axillaire, lorsqu'elle passe sous le bord inférieur du tendon du muscle pectoral, devient artère brachiale. C'est donc le tronc vasculaire majeur du membre supérieur. L'artère supérieure, l'artère axillaire, va donner des branches collatérales pour la région axillaire. Alors là, par exemple, la branche qui va au muscle grand dorsal. Il y a l'artère thoracique latérale qui va longer le bord latéral du thorax. Il y a l'artère thoraco-acromiale qui donne une branche acromiale et une branche thoracique. Eh bien, tous ces vaisseaux vont, comme une passe à possibilité, donner des branches pour la glande. L'artère supplémentaire donne une branche importante qui est l'artère thoracique interne qui chemine en arrière du plastron sternocostal, donc elle est dans le thorax. Cette artère thoracique interne, qu'on appelait autrefois la mammaire interne, va également donner des branches pour le sein. Enfin, la glande mammaire se positionnant en avant des espaces intercostaux, vous savez que dans les espaces intercostaux, on a des artères intercostales, le sein va ne pas hésiter à prendre aussi des branches des artères intercostales. Ce qui permet de définir un certain nombre de pédicules, un pédicule latéral, un pédicule supérieur, un pédicule médial, un pédicule inférieur et des pédicules postérieurs. Nous allons les préciser en remettant en place le parallèle de cette vue superficielle du thorax, en mettant en place que la paroi osseuse, avec les éléments squelettiques, donc le membrane sternum, le corps sternal et le processus dipholique. Les éléments costaux avec la première côte, puis si nous mettons en place ici le mollet latéral du thorax, les côtes suivantes, c'est-à-dire la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième côte, puis les côtes les plus inférieures. Ces côtes, vous savez, se terminent sur un cartilage qui va rejoindre le sternum, le premier cartilage costal qui se rejoint le sternum, le deuxième cartilage qui rejoint l'articulation manubrio-sternale, puis les cartilages suivants qui se jettent sur le bord latéral du sternum, jusqu'au septième, les huitièmes, neuvième et dixième cartilages formant un cartilage commun qui rejoint le septième cartilage costal. On peut remettre en place sur cette vue antérieure osseuse les éléments de la ceinture scapulaire qui nous serviront de repère, c'est-à-dire la scapula et l'extrémité supérieure de l'utérus qui apparaît comme ceci. Avec en arrière la colonne. Remettons en place les vaisseaux avec la terminaison du tronc brachiocéphalique, la naissance ici de l'artère subclavière, puis donc, ce qui émerge du thorax passant au-dessus de la première côte, puis cette artère subclavière devient artère axillaire, puis artère brachiale.
la glande mammaire, qui se projette entre la 3e et la 7e côte. Nous allons la positionner comme ceci, avec un prolongement axillaire. Vous voyez ici de son contour. Eh bien, cette glande mammaire va donc recevoir des branches issues des diverses artères du thorax. D'abord, nous avons issu de l'artère thoracique latérale qui longe le bord latéral du thorax. Eh bien, une ou deux grosses branches latérales à destinée mammaire et qui vont donc constituer le pédicule latéral du sein. Toujours issu de l'artère axillaire, l'artère thoraco-acromiale, par sa branche thoracique, va donner des branches abordant la glande mammaire par sa partie supérieure, venant donc constituer le pédicule supérieur. De la face inférieure de l'artère supérieure naît l'artère thoracique interne qui va cheminer alors en arrière des cartilages costaux, en arrière également des espaces intercostaux et qui va ensuite s'anastomoser avec l'artère épigastrique supérieure. Cette artère thoracique interne, lorsqu'elle croise le 2e, le 3e et le 4e espace intercostal, va donner d'importantes branches collatérales abordant la glande mammaire par sa face médiane et donc constituant le pédicule médial. Il existe également deux autres pédicules. Ce sont tout d'abord un pédicule postérieur. Là, il s'agit de branches perforantes qui proviennent des 2e, 3e et 4e artères intercostales postérieures. Ce sont des branches superficielles qui viennent de l'arrière, qui contournent le thorax et qui vont aborder le sein par son bord inférieur, venant constituer le pédicule inférieur de la glande. Enfin, la glande mammaire se positionnant en regard du 3e, 4e, 5e et 6e espace intercostal, eh bien, les artères intercostales antérieures correspondantes vont envoyer des branches collatérales, comme on peut le schématiser ici, qui vont directement par la profondeur aborder la glande mammaire, constituant donc un pédicule postérieur. La connaissance de ces différents flux vasculaires permet de comprendre les différentes techniques de plastie mammaire. Ainsi, par exemple, vous avez tout à fait le droit, si vous voulez réduire le volume du glande mammaire, et bien de réaliser par exemple une découpe de toute la partie inférieure de la glande. Vous pouvez décoller la glande en arrière, donc là vous sacrifiez par exemple les pédicules inférieurs, vous décollez la glande en arrière, vous sacrifiez les pédicules postérieurs, vous ramenez ensuite les deux volets vers le médial, vers le supérieur du sein, et donc vous augmentez la projection de la glande et vous diminuez son volume. Vous faites une réduction mammaire. Ceci n'est bien entendu possible que si vous maintenez les autres pédicules, le supérieur et le latéral. Parce que si vous sacrifiez le pédicule, vous allez avoir une nécrose du sein. D'accord? Ça, c'est un point qui est important. Le retour veineux eh bien, va suivre la circulation artérielle. Donc, vous avez un drainage latéral qui va se faire dans le système de la veine axillaire et de la veine supérieure, avec les veines qui prennent des noms analogues aux artères. Je vais vous présenter ici quelques éléments de la même manière qu'il existe un drainage
médial, qui se fait dans le système de la veine thoracique interne et donc ensuite vers le complément veineux jugulo-sucré. Donc soit un drainage latéral, soit un drainage médial. Retenez enfin que, rappelez du système azygos, des veines intercostales, comme le sein reçoit des artères provenant des artères costales, une partie du sang va se drainer dans le système des veines intercostales, et donc il y aura également un retour par le système veineux azygos, ce qui explique la facilité que les cancers du sein ont d'envoyer des métastases dans le rachis. Métastases vertébrales des cancers du sein, et ça s'explique par ce drainage accessoire du sein vers le système azygos. La circulation, drainage, le retour du sein, comprend également un autre point majeur, c'est le système des lymphatiques. Okay. Sein, ça vient des cancers, et les cancers envoient des métastases dans les mains. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la classification de la poussée, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais retenez que de la même manière que nous avons un drainage latéral, un drainage médial du sang veineux, eh bien, il existe également une circulation lymphatique qui va se faire soit latéralement vers le système des nœuds lymphatiques axillaires, je présente un ici comme exemple, et également un drainage médial qui se fait dans les lymphoneux thoraciques internes. Drainage latéral, drainage médial. Lorsque le drainage se fait latéralement, eh bien, la circulation lymphatique va se faire vers le haut, là, exemple de manière schématique, la circulation lymphatique se fait vers le haut et va rejoindre les collecteurs lymphatiques que sont à droite la grande veine lymphatique et à gauche le canal conduit thoracique. Et donc, au niveau de l'angle veineux jugulo-sucré, eh bien, cette lymphe va rejoindre la circulation générale. Lorsque le drainage lymphatique se fait par voie médiale, eh bien là, pareil, la circulation lymphatique se fera par voie ascendante, de manière à ce que les lymphatèmes, le collecteur lymphatique, rejoignent les confluents veineux jugulo-sucrés, droit par la veine, la grande veine gauche, le conduit thoracique. Il existe une classification chirurgicale de ces ganglions lymphatiques, et celle-là a une importance particulière, et elle vous sera de toute façon demandée lorsque vous ferez y enseigner, quand vous ferez les modules de gynécologie, et il est important de connaître le cours de l'interne. Je vais vous en parler d'emblée. C'est Berg, qui était un chirurgien des années 50, c'était du nord de l'Europe. On ne fait pas souvent trop. Et Berg a décrit une classification très simple des lymphatiques du sein qui tient compte de la position du lymphatique par rapport au muscle petit pectoral. Très schématiquement, si on met en place un thorax un peu caricatural, on remet en place ici le muscle petit pectoral, tendu entre la coracoïde et les trois premières côtes, que l'on remet en place les axes vasculaires, simplement la bifurcation du tronc brachicéphalique, les vaisseaux à destinée du membre supérieur, c'est-à-dire subclavière, axillaire et brachial, eh bien, on définit trois niveaux ganglionnaires, trois groupes de ganglions lymphatiques axillaires,
en fonction de la position par rapport au muscle petit pectoral. Ainsi, le premier niveau de verve 1, correspondra aux nœuds lymphatiques qui sont situés en dessous du muscle petit pectoral. Verve 1, c'est en dessous du muscle petit pectoral. En pratique, comment ça se passe? Quand vous avez une tumeur au sein, vous prélevez le premier ganglion que vous avez recueilli par une scintigraphie. Vous prélevez le premier ganglion qui draine la lymphe de l'endroit où se trouve la tumeur. C'est ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle. Le ganglion qui monte la garde. Vous l'avez repéré au préalable dans le détail, et vous l'analysez, vous l'envoyez au laboratoire pendant l'intervention. Et là, on vous dit, soit il y a de la tumeur dans le ganglion, soit il y en a pas. Si on n'a pas, c'est dans deux, etc. S'il y a de la tumeur dans le ganglion, vous faites ce qu'on appelle un curage. C'est-à-dire que vous enlevez tous les ganglions de la zone considérée. Et vous commencez, en premier temps, par faire un curage de niveau 1 de verre. C'est-à-dire que vous vous arrêtez au bord inférieur du muscle petit pectoral. Vous envoyez le curage en analyse et vous demandez s'il y a de la tumeur. Alors, si on vous dit qu'il y a de la tumeur, on va continuer, vous remonter d'un étage. Et là, vous passez au niveau 2. Si on vous dit que c'est bon, vous vous arrêtez. Le niveau 2 de Berg, c'est les ganglions lymphatiques qui sont situés en arrière. On regarde. Si on vous dit qu'il y a encore de la tumeur, là, vous montez d'un étage et vous passez au niveau 3 de Berg, qui est l'ensemble des ganglions qui sont situés au-dessus du muscle petit pectoral. D'accord? Donc vous avez 3 niveaux de ganglions, on sait de ce ganglion axillaire. Vous avez ceux qui sont en dessous du petit pectoral, ceux qui sont en arrière du petit pectoral, qui sont au-dessus. C'est la classification de Berg, une classification qui remonte aux années 50 et qui est actuellement la classification qui est admise par tout le monde sur Terre pour la classification et la prise en charge du stade de voilà, donc, alors bon, bien sûr, on pourrait parler un peu d'innervation, dire, mais là c'est l'innervation classique, on vous le refera sur la systématique de la moelle. L'innervation sensitive de l'artère pulmonaire, c'est les veines intercostaux, c'est la répartition métamérique. Globalement, la sensibilité de la région de l'aréole, ça correspond à la racine TH. Je vais insister. Juste pour terminer, un tout petit mot d'embryologie, parce que le sein, c'est une variation de morphologie, c'est une variation d'interprétation en fonction de la société, de l'époque, de la culture, mais c'est aussi des variations en plus ou en moins. Il faut avoir plus de sein. Parce que, rappelez-vous le chien, la chienne, le chien, parce que chez l'homme, le sein, il y a un volume. La chienne, bon, bref. Le sein se développe chez l'embryon entre la 4e et la 5e semaine de développement. Là, rassurez-vous, je vais vous faire un cours d'embryon, mais si on représente un embryon en vue latérale, à la 4e semaine, avec son extrémité rostrale, la cathode optique, les arcs bronchiaux, la masse cardiaque, l'anatoïde et le rostre de l'embryon. Juste parce que la 4e semaine, on voit très bien les colonnes somitiques. Les colonnes somitiques qui apparaissent bien comme ceci. Bon, entre la 4e et la 5e semaine de développement apparaissent les ébauches des membres. Les ébauches des membres qui sont un petit peu en dessous de l'ébauche cardiaque pour le membre supérieur, et puis ici tout près du rostrum pour le membre inférieur. Un peu le membre inférieur apparaît un petit peu après le dessus. Et bien, entre ces deux ébauches, il existe une crête qui
mammaire. C'est un saillie épidermique, ectodermique, c'est l'ectoderme, ce stade-là, une petite saillie ectodermique qui est tendue donc, entre la racine du membre supérieur et la racine du membre inférieur. Et c'est sur cette crête mammaire que va apparaître les couches. Si on revient au sujet au départ, eh bien cette crête mammaire eh bien, correspondra à une ligne qui est un peu arquée, tendue entre la fosse axillaire et le pied. C'est sur cette crête mammaire, chez la chaîne, qu'apparaissent les chaînes mammaires. Les chaînes A, 4, 6 mammaires, chaque côté sur une ligne entre la racine du membre antérieur et la racine du membre antérieur. Et bien, on peut avoir, en espèce humaine, une variation par excès. Ce sont les mamelons surnuméraires. Mamelons surnuméraires qui peuvent apparaître dans le creux axillaire, c'est la localisation la plus précise. Mais on peut également en avoir sur la paroi thoracique, même thoraco-abdominale antérieure, et on peut en avoir qui apparaissent jusqu'au pied inguinal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mamelons ectopiques, qu'on appelle le troisième sein, et ces ectopies, vous rigolez, mais ça existe, c'est la réalité, ces ectopies apparaissent toujours sur la ligne mamelonne. Alors, c'est rigolo parce que ça s'appelle des polytélies. Polytélies. En grec, les seins, c'est itelos. Poly, tout ce qui était dit, c'est en rapport avec le sein. Les polytélies. Très variable. Le plus fréquent, c'est celui-là, c'est l'axillaire. Ils sont embêtants parce que chez la femme, ils peuvent entraîner le développement de la glande, puisque comme on a les bouches, on peut avoir l'apparition de la glande, et puis ils peuvent se transformer en cette donc c'est quand même alors ça, c'est des variations par excès. On peut aussi avoir des variations par défaut. Des variations par défaut, c'est des grosses insuffisances du développement de la glande mammaire. Mais surtout, on peut avoir l'absence du développement d'un sein. C'est ce qu'on appelle l'amastie. Amastie est une anomalie relative à l'absence de sein. C'est relativement rare. Et ça peut survenir dans le cadre du syndrome polymalformatif. Donc un qui est, je dirais pas fréquent, enfin qui est un peu moins exceptionnel que les autres, qui s'appelle le syndrome de Pollan. Et dans le syndrome de Pollan, vous avez une association d'une hypoplasie d'un membre supérieur, avec tous les degrés d'insuffisance de développement, ça peut aller d'une phocomélie à une légère hypotrophie. Ça associe un membre supérieur, l'absence de développement d'un sein, et aussi très souvent une insuffisance de développement de la paroi thoracique. Vous avez ce qu'on appelle un pectus excavatum, un thorax enfoncé du même côté, très très hypoplasique. C'est un nombre de Pollan. Et ça, c'est logique quand on revient à l'embryon. Parce que la glande mammaire va se développer à partir de la crête mammaire, proche de l'ébauche du membre. Et donc, il est logique de pouvoir envisager un défaut d'androgénèse qui concerne la région de la racine du membre thoracique pour entraîner un défaut de développement. Donc, la glande mammaire est un organe très important à connaître. Son importance fonctionnelle, le rapport son intérêt plastique est important.
Je vous surveille. Donc là, maintenant, ils sont disponibles à la Corpo dans le magazine. C'est marqué par numéro de immeuble. Voilà. N'oubliez pas donc, de les laisser par croissant quand vous les prenez, vous l'intéressez. Pour les binômes des cours de lundi, mardi, mercredi et jeudi, il faudrait rendre les Ronéo de lundi aussi. Parce que la distribution se fera le